Et donc, en fait, à 18 ans, donc le 18 février, j'ai été mis à la porte. À 27 ans, j'avais 5 enfants. Ouais. Pour la plupart, ils étaient tous en bas âge. Fallait voir l'état dans lequel j'étais, dans l'état psychologique et émotionnel, en pensant que j'étais nulle, que je ne valais rien, que je n'étais pas méritante, que j'étais même une mauvaise mère, une mauvaise musulmane. En fait, je m'auto-flagellais, je m'accablais. Donc, j'écoutais beaucoup de cours, des conférences, etc. Donc, comme je te dis, il y a toujours eu cette relation avec Allah. Donc déjà, il y a toujours eu les deux. Et forcément, ce que j'apprends, ben, je l'apprends à mes enfants. Déjà, il y a ça à la maison de je te prête, je te rends. Donc même entre mes enfants, il y a cette notion de tu m'as prêté, je te rends. C'est-à-dire, il faut que la confiance elle soit là. Et il m'a dit, Oumi, tu sais, franchement, on a de la chance ici à la maison, hein, parce que tu as fait de cet endroit un endroit où on peut libérer la parole. Et parce que chez moi, il n'y a pas de tabou. On parle de tout. Ismahan, merci beaucoup d'être parmi nous, d'avoir accepté mon invitation. Alors, pour te décrire en une phrase, tu as 40 ans et tu as 9 enfants. Oui, c'est ça. C'est le parcours atypique qui m'a beaucoup intéressé. Alors, en dehors du fait de te décrire comme un cas, on va dire, moi, je vais m'intéresser plutôt à ta vie, à ce que tu es, aux épreuves que tu as endurées, que tu as traversées. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton enfance? Tu as une enfance difficile, Oui, tu es une exactement. enfant de l'ASE. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce vécu-là? Oui, d'accord. Déjà, je te remercie, Maxime, de m'inviter. Pour moi, c'est un honneur. Déjà, j'aime trop les livres, alors être dans une librairie. Eh bien, écoute, concernant mon enfance, oui, ça a été difficile. Bien sûr, quand on est enfant, on ne sait pas qu'on vit des situations difficiles. On, on vit, et puis c'est tout. Donc, j'ai grandi sans mon papa, que j'ai connu très très tard. Je l'ai connu, la première fois que je l'ai vu, j'avais 16 ans. Et c'était comme ça, vraiment. On était au foyer et il est venu nous voir en disant bah, je veux votre père. Et en fait, il avait rencontré ma mère dans la rue et puis il lui a demandé où sont mes enfants. Et puis elle a dit bah, ils sont au foyer. Donc j'ai grandi avec une mère qui n'est pas du tout aimante, avec de la violence, avec des choses qui n'étaient pas du tout normales. Et forcément, bah, j'ai pas eu confiance en moi pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Et donc après, ben, à un moment donné, j'ai été en foyer à l'adolescence. Et on a été placés, mon frère et moi. Donc, mes sœurs étaient déjà plus à la maison, D'accord. parce que j'ai deux grandes sœurs avant moi. Et bien, à leurs 18 ans, ben, ma mère, non, à 17 ans, ben, en fait, ma mère, elle les a mis dehors. Et c'est même pas mes sœurs qui ont fugué, c'est vraiment. Donc, ça a été vraiment progressif. Elles sont pas parties en même temps. Donc, il restait que mon frère et moi. Et, euh, et puis voilà, on s'est retrouvés au foyer. Donc, tu es resté en foyer jusqu'à tes 18 ans. Oui. Après 18 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, déjà, mes 18 ans, parce que j'avais redoublé ma seconde. Donc, à 18 ans, j'étais en terminale, parce que normalement, bah, à 17 ans, tu passes ton bac. Donc, j'étais en terminale littéraire. Tu vois, j'ai toujours aimé les livres et et la littérature. Et donc, en fait, à 18 ans, donc, le 18 février, j'ai été mis à la porte. Donc, on m'a dit, bah, écoute, ton contrat jeune majeur n'est pas reconduit. La juge pour enfants, elle n'a pas accepté. Je n'avais aucune raison. Je... En fait, même mes émotions, je pense que j'avais même pas... je réalisais pas, en fait. Donc, la première chose que j'ai fait, j'ai appelé ma grande sœur en lui disant, bah, écoute, Sophie, bah, je suis à la rue, le foyer, ben... Et je me rappelle, non, mais vraiment, pour moi, c'est choquant quand même. Mes affaires étaient dans un sac poubelle. Donc, c'est vraiment, en fait, comme quand les gens sortent de prison. Donc, mes affaires étaient dans un sac poubelle. Et ma sœur Sophie m'a dit, bah, elle avait appelé ma mère en amont, parce que ma mère et moi, on se parlait plus depuis que j'étais au foyer. Et elle m'a dit, bah, t'inquiète pas, maman, elle a dit que tu peux rester à la maison, mais vous n'allez pas vous voir. Enfin, t'auras la chambre. Et donc, bon, et c'est comme ça que j'ai re-atterri chez ma mère. Très bien. Est-ce qu'on peut parler un peu de l'éducation que tu as eue, mais l'éducation religieuse? Est-ce que tu as eu une éducation religieuse? Parce qu'il me semble que tu es rentré assez jeune dans la religion, Oui. euh, alors que tu as dit que tu avais une enfance difficile avec des parents absents. C'est souvent les parents qui inculquent Oui. la religion. Donc comment ça s'est passé? Alors, on n'a pas eu d'éducation religieuse, même, je vais pas dire pire, mais on n'a pas eu d'éducation religieuse, mais il y avait quand même la notion de Dieu.
Ce qui est un peu étonnant chez ma mère, c'est que parfois le dimanche, on allait à l'église, vu que je viens de Marseille et il y a Notre-Dame de la Garde qui est connue. Donc on allait souvent là-bas. Et moi, j'étais très asthmatique quand j'étais petite. Et donc ma maman me demandait de prier la Vierge Marie pour que je sois plus malade. Et moi, il y avait un truc dans ma tête qui me disait, en fait, il y avait une pierre là-bas à l'église où on est censé mettre nos mains et prier. Et je me rappelle que quand j'ai mis ma main sur cette pierre pour prier et que je regardais la statue de la Vierge Marie, je me disais, mais pourquoi à moi-même, hein, je me disais, mais pourquoi je dois demander ça à Marie et pas à Dieu directement? Donc, et à côté de ça, quand même, quand il y avait le mois du Ramadan, à l'époque, ça s'appelait Radio Soleil, je sais pas si ça existe encore, et en fait, on écoutait le moment de l'iftar. Donc ma mère, quand même, à côté, vu qu'elle est algérienne, elle avait quand même préservé ce côté-là. Ouais. Donc on n'a pas vraiment grandi dans une religiosité. C'était un peu hybride. Exactement. Et on sait quand même qu'il y a une notion de Dieu. Mais voilà, après, ma mère, c'est quelqu'un qui faisait la fête, qui buvait du champagne. Donc c'était vraiment... voilà, Très bien. chacun fait ce qu'il veut. Donc tu rencontres une amie, il me semble. Oui. Donc en fait, ce qui s'est passé... la voie, ouais. Ouais, je vais te dire ce qui s'est passé. Donc, il faut savoir que pendant notre scolarité, on a toujours été en privé chez les catholiques. Maternelle, primaire, collège. Et j'ai fait 2 années de collège. Mais arrivé en 5e, je ne sais plus pourquoi. Peut-être que ma mère ne pouvait pas payer, je ne sais pas. On n'était plus donc chez les bonnes sœurs. Et je me suis retrouvée au collège public. Et donc, c'est le collège Vieux-Port. Et c'est là, en fait, que je vois, on va dire, une autre communauté, entre guillemets. Donc, il y avait beaucoup de Comoriens. Donc, mes amis étaient beaucoup des Comoriennes, pour la plupart. Et je me rappellerai toujours, du coup, de mon amie qui m'a parlé de religion, de l'islam, qui me racontait des histoires sur les prophètes, sur le paradis. Elle parlait beaucoup de spiritualité. Et là, je suis tombée amoureuse de l'islam. Donc c'est comme ça que ton identité musulmane a refait surface. Exactement. D'accord. Oui. Là, j'avais 15 ans. Parce que là, c'était le collège. Pas longtemps après, en fait, j'étais au foyer. Parce que c'est à 14 ans, quand t'es en 5e, t'as 14 ans. En 3e, t'as 15 ans. Ouais. Donc c'était juste après. C'était durant à mon entrée de seconde. D'accord. Donc à ma sortie du collège, ma sortie de 3e. Ok, donc tu as fait 2 ans en foyer ? 2 ans et demi. 2 ans et demi, d'accord. Donc à la sortie, donc tu as 18 ans, tu vas chez ta mère. Tu restes combien de temps chez ta mère ? Pas très longtemps, je reste quelques mois en fait. Ok. Parce qu'en fait, ma mère m'avait remis dehors. Parce qu'entre-temps, je m'étais voilée. Il faut savoir que j'ai quand même commencé la prière justement au collège. Donc avec mes amis. Et ma mère, souvent, elle m'insultait en fait quand je priais. Elle acceptait pas en fait que je priais. Donc des fois, elle passait devant moi et elle m'insultait. Et donc voilà, mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'après, j'étais au foyer. D'accord. Ma mère, elle nous a mis dehors. En fait, c'est plus moi que ma mère, elle m'a mis dehors. C'était pas mon frère. Mais mon frère a voulu prendre ma défense et donc c'était tous les deux en fait. Quel parcours. Ouais. Quelle force, quel Incroyable, courage d'en parler surtout, avec quand même beaucoup de recul. Parce que je pense que tu Ouais. as réussi à peut-être canaliser tes émotions depuis. Non, pas vraiment canalisé. Au départ, en fait, j'avais même pas conscience de mes émotions. En fait, pendant très longtemps, je n'avais pas conscience de mes émotions. Je vivais ce qui m'arrivait et c'est tout. Un peu comme si j'étais dissociée, en fait. D'accord. Je sentais pas mes émotions, j'en avais pas conscience. C'est plus tard que là, ça fait des dégâts. Et du coup, après, tu te maries, il me semble. Oui, exactement. Parce que je crois que dans ta jeunesse, vu que tu as une situation familiale compliquée, Oui. tu as toujours rêvé d'avoir une grande famille, Exactement. un peu le mariage de princesse. Oui, oui. Depuis le collège, en fait, quand je suis rentrée dans ce monde où j'ai connu mes amies comoriennes, où vraiment, il y avait vraiment, on va dire, la communauté maghrébine, où il y avait vraiment la notion d'islam. Je vais te donner un exemple. Quand j'étais au collège et quand c'était le mois du Ramadan, j'étais invitée souvent chez certaines de mes amies. Donc j'ai côtoyé des familles égyptiennes, j'ai côtoyé des familles yéménites, j'ai côtoyé des familles comoriennes. Et en fait, j'ai vu que il y avait beaucoup de choses qu'il n'y avait pas chez moi. Et chez mes amis, j'ai retrouvé ce côté, donc, non seulement religieux, mais aussi l'esprit famille. Et je les enviais, en fait. Et donc, je voulais avoir cette vie. Donc, je me suis dit, moi, je me marierai. Je me rappelle, au collège, je me disais, je me marierai à 16 ans.
Et donc, tu te maries à quel âge alors? À 19 ans. Mais en fait, je dis un mais, parce que entre ce que je rêvais et la réalité, il y a une différence. Donc, quand ma mère m'a mis à la rue parce qu'elle n'a pas accepté que je me voile, donc j'ai été hébergée chez une amie que j'ai connue à la mosquée, qui m'a hébergée chez elle pendant 3 mois environ. Et c'est là qu'en fait, il fallait que je me marie parce que je ne pouvais pas rester chez elle indéfiniment, sachant qu'elle-même était mariée. Et du coup, je me suis mariée de façon précipitée. C'était plus par nécessité, en fait. C'était pour me sauver De de la ce que je précarité. vivais. Ouais, bien sûr. Voilà, Donc, avec cet homme-là, tu as un enfant? oui. Pour mon premier mariage, on est resté 1 mois et demi, vraiment maximum mariés. Et en fait, c'est moi qui ai demandé le divorce et à partir. Et je suis retournée chez ma mère. C'est vraiment... voilà, je suis repartie à la case départ. J'étais enceinte de ma fille. Et bizarrement, ça s'est très bien passé dans ma grossesse avec ma maman, parce qu'elle ne voulait pas du tout aussi que je retourne dans ma vie maritale. Donc c'était aussi son objectif que je retourne pas avec mon mari à ce moment. Et donc je m'y sentais bien. Enfin, je sais pas, elle s'occupait de moi. Je me suis dit, je sais pas, je sentais quelque chose de bien, paradoxalement. Et, et quelques temps après mon accouchement, je me suis remariée avec le papa de mes grands. Eh Alors, bien, attends, juste, oui. si je pose des questions parfois Non, mais vas-y, hein. un peu trop intimes, tu me stops. Mais Hein. C'est non, juste que j'aime franchement, bien je suis à connaître la l'aise. personne que j'ai en face. Oui, Et voilà. Et ça permet d'avoir un contexte vraiment large, en fait, pour la oui, suite. exactement. Donc, en fait, lui vivait ici, en région parisienne. Moi, j'étais encore à Marseille. Et donc, on s'est connus à l'époque. Ça s'appelait MSN, Paltalk, tout ça. Mhm. C'est vraiment ancien, hein. La team années 85, 90. Et donc, voilà, il y avait des rooms où on parlait de religion. Et c'est ici que je l'ai rencontré. Et en fait, après, on discutait de temps en temps. Et 1 semaine après mon accouchement, il est venu avec quelques membres de sa famille. Donc, il a fait Paris-Marseille. Et on a fait le mariage religieux à la maison, chez moi. Donc, il y avait ma mère et il y avait des amis à lui et sa famille. Moi, il n'y avait que ma mère. Très bien. Alors, toi, c'est vrai que dans toute cette histoire-là, tu n'as jamais été épaulé. Non, Donc, tu restes combien de temps avec cet homme-là? 7 ans. 7 ans. Oui, D'accord. Comment ça se passe, l'éducation des enfants? Alors, je te pose la question parce oui. que, au vu du parcours, Mhm. tu n'as pas eu d'exemple Non. à qui te fier pour peut-être t'occuper d'un foyer, pour gérer certaines situations. Comment tu fais seul pour arriver À ce parcours. pour arriver à ce parcours-là? Voilà. Eh bien, écoute, déjà, oui, c'est vrai, par exemple, quand j'ai eu ma fille Firdaus, je ne savais rien faire. Mm. Mais vraiment rien du tout. J'étais très maladroit dans le bain. Je ne savais pas quoi faire avec mon bébé, en fait. Et c'est bizarre ce que je vais dire, hein, et je comprends certaines mamans. C'est pas bizarre, en fait, c'est un sentiment naturel. Au départ, on ne sait même pas comment aimer notre bébé. Vous voyez, Ouais. je te parlais tout à l'heure des émotions, que j'avais pas conscience de mes émotions. Bah, il y avait encore un peu ce côté comme une dissociation. Donc j'avais mon bébé, je m'en occupais bien, mais parfois je savais pas comment faire avec mon bébé, quoi faire et comment faire. Et comme je me suis remariée assez tôt, en fait, donc j'ai vécu chez mon ancienne belle-mère. Donc en fait, mon ex-mari vivait à ce moment-là chez sa maman, où il y avait le papa, Mm. il y avait aussi mon ancienne belle-sœur qui est en situation de handicap. Donc en fait, d'un côté, j'étais contente parce que bah, je suis tombée dans une famille, la belle famille que je voulais, la famille idéale. Mm. Donc j'étais contente parce qu'il y avait vraiment genre le grand-père, la grand-mère, le mari, la sœur, la tante. Donc même pour ma fille Firdaus, ça fait une famille. Donc en fait, c'est mon ancienne belle-mère qui m'a appris, j'ai appris tout à travers elle en fait. À faire à manger, à m'occuper d'une maison, à m'occuper d'un bébé. Mais c'était sous son regard à elle. C'est-à-dire, à ce moment-là, j'ai pas eu... c'était pas moi, c'était pas... comment te dire c'était pas mon empreinte à moi. Je faisais ce qu'on me disait de faire. Mm. Et vu que je voulais vraiment, en fait, j'avais un petit peu une vision erronée des. En fait, je pensais que si mon mari était content dans tous les sens du terme, Allah serait satisfait de moi dans tous les sens du terme. Mm. Et là, et ce discours, on le retrouve souvent chez les femmes converties.
Et donc, du coup, on va idéaliser le mari ou la belle famille et jusqu'à accepter des choses qui, normalement, ne devraient pas être acceptables. Mais voilà, tu vois, j'ai mis du temps à mettre mon empreinte. D'accord. Mais quand même, j'ai appris à m'occuper d'un foyer, à faire à manger. Je savais pas faire à manger. Voilà, j'ai appris quand même beaucoup de choses. Je suis quand même reconnaissante. Je me suis retrouvée, j'avais 27 ans. À 27 ans, j'avais 5 enfants. Ouais. Pour la plupart, ils étaient tous en bas âge, presque. Ok, ouais. Justement, c'est très compliqué. Déjà, un Ouais. enfant, c'est compliqué. Bah, il fallait voir. Quand on ne connaît Ouais. pas, en fait. Alors, Eh bien, 5. il fallait voir l'état dans lequel j'étais, dans l'état psychologique et émotionnel. J'étais vraiment dans un état désastreux, je vais dire. Et à l'époque, moi, j'ai eu les réseaux sociaux très, très, très tard. Mon premier compte Instagram, je l'ai fait en 2022. Donc, j'avais pas à part WhatsApp, j'avais pas d'amis, je ne sortais pas. En fait, j'étais vraiment. Par contre, je lisais quand même, j'avais des livres et tout, mais j'avais pas une vie. Comment te dire, une Sociale vie active. sociale. Ouais. J'avais pas de vie sociale. Parce que aussi j'avais un mari qui n'aimait pas que je sorte, ou si j'avais le droit de sortir par exemple avec mes enfants pour aller au parc, fallait que déjà tout soit nickel à la maison, sinon je pouvais pas les ramener au parc. Donc c'était vraiment assez bizarre. Donc oui, je me suis retrouvée avec 5 enfants en pensant que j'étais nulle, que je ne valais rien, que je n'étais pas méritante, que j'étais même une mauvaise mère, une mauvaise musulmane. En fait, je m'auto-flagellais, je m'accablais. Parce qu'en fait, j'écoutais, je pensais que tout ce que mon mari à l'époque disait était vrai. Et donc, je restais dans cet état où je me sentais accablée. Donc, ce qui a fait que je me suis remariée très rapidement avec le papa de mes petits. Et voilà, on s'est mariés très rapidement. Donc, en fait, je ne suis pas restée seule très longtemps parce que je ne me sentais pas capable pour moi, à cette époque-là, il fallait que j'ai un mari, parce que je pensais que je ne valais rien. Surtout que là, tu as 5 enfants, tu es très jeune, tu n'as pas la connaissance pour forcément gérer 5 enfants, tu apprends tout sur le tard. Et puis aussi, il y a la pression d'une mère, la pression de fauter, de faire des fautes. Exactement. Il y a aussi la fatigue qui s'accumule. Donc tout ça, c'est un mélange qui peut pousser certaines personnes à faire des actes qui sont irréparables. Donc ça a été très courageux de ta part et d'avoir réussi à surmonter ça. Et quels étaient justement les outils qui te permettaient de surmonter cet état-là ? C'est ma foi. Même si parfois, avant de me remarier, je pensais que ce que mon ex-mari me dit était vrai, donc je pensais que j'étais pas méritante, etc. Jusqu'à même douter de l'amour d'Allah. Mais une fois, je me parlais à moi-même. En fait, je me rappelle, je me suis regardée au miroir et j'étais voilée. Et je me suis dit, mais si Allah ne t'aimait pas, tu serais pas comme ça à l'heure d'aujourd'hui. Je serais dans un autre chemin. Et en plus, tu vois, je viens d'un foyer. J'ai déjà rencontré des personnes qui étaient avec moi en foyer dans un état très déplorable. Certaines sont devenues toxicomanes, certaines aussi sont tombées dans la prostitution. C'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de gens en fait qui réussissent après ce chemin-là. Donc vraiment, les personnes qui réussissent, bravo. Mais moi, c'est vraiment ma foi en fait. Voilà, j'ai toujours parlé avec Allah en fait. Cette relation, elle a jamais disparu. C'est ce qu'aujourd'hui tu veux transmettre aussi à tes enfants. Exactement. Cet amour de Dieu, cet amour de la religion. Oui, exactement. Je le fais même depuis mes grands, même quand j'étais remariée. Je me rappelle, je faisais des pancartes avec des cartons où j'écrivais par exemple des duras que je recopiais. Je faisais des petits puzzles. Et j'incluais toujours le côté religieux. Par exemple, je vais créer un puzzle en carton. Des trucs là, tu découpes en 4. Et en fait, je vais inclure une notion religieuse. Et j'ai toujours parlé avec eux. Et comme je te l'avais dit, j'ai adapté mon langage. Toutes les histoires que je faisais, c'était toujours en relation... c'était vraiment d'une dimension spirituelle. Je te donne un exemple que je fais encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai fait ça... ma grande, elle va avoir 20 ans. Donc, ça fait 20 ans que je fais ça. Des fois, je me dis... Donc, il y a le rituel du coucher où je fais les adhkar, je leur fais le Coran. Et pour les plus grands, je rajoutais un nashid. En fait, c'est une chanson
pour enfants qui va raconter l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, en fait, vous voyez, à force de répétition et de le faire en chanson, eh bien, ils ont grandi comme ça, en fait. Il me semble que tu as des enfants qui sont TDAH. Oui, TDAH, TSA, oui. Est-ce que tu peux juste nous définir les acronymes? Oui, Pour que donc tout le monde le puisse, TDAH, c'est le trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Parfois, il y a l'hyperactivité, parfois non. Donc, il y a le TDA ou le TDAH. Et le TSA, donc c'est le trouble du spectre de l'autisme. Donc, c'est de l'autisme. Ok. Et combien d'enfants sont concernés? J'ai 3 enfants TSA. Bon, Fatima, la pédopsychiatre a mis qu'elle avait un TSA, mais moi, avec les formations que je fais, et puis je connais mon enfant, en fait, ma fille, elle a autre chose qu'un TSA. Elle a un trouble du neurodéveloppement, mais elle n'a pas d'autisme parce qu'elle est beaucoup dans le social, etc. Donc, et j'ai d'autres enfants, donc c'est un de mes fils qui a donc le trouble spécifique des apprentissages et du langage. Donc maintenant, il est grand, donc ça va. Mais quand il était plus petit, donc ça, c'est encore un autre trouble. Donc voilà, c'est aussi des complications dans les apprentissages. Plus on avance dans l'entretien, et plus je suis subjugué en fait par le récit incroyable, parce que franchement, c'est magnifique de pouvoir s'en sortir. Bon, ça n'a pas toujours été facile, hein, je l'imagine, et je pense que bien souvent tu as la tête sous l'eau. Bien sûr. Mais là, à l'heure actuelle où on parle, je pense que tu as pu sortir la tête de l'eau, et puis tu arrives à te reconstruire petit à petit, et on en parlera après des formations que tu suis. Mais c'est un parcours qui est inspirant, magnifique, fascinant. C'est vraiment un tout à la fois, tu vois. Et je suis content de te recevoir aujourd'hui pour qu'on en parle, parce que je pense que ça va inspirer énormément d'auditeurs qui nous écouteront. Donc là, tous les enfants sont nés. Oui. Les 9 enfants? Non, 8. Là, il y en a 8. D'accord. Donc le 9e, on peut en parler? Oui, on peut en parler. Donc d'abord, je Bien sûr. recontextualise. Donc je suis restée 8 ans donc, avec le papa de mes petits, qui lui-même est autiste. Donc ça a été très difficile de vivre avec lui parce qu'il ne pouvait pas du tout gérer ses émotions. Et ça tu ne l'as pas su dès le début? Non, mais par contre, dès que je me suis mariée avec lui, je voyais qu'il y avait des choses bizarres qu'il faisait. Je voyais qu'il ne pouvait pas finir une tâche, qu'il sautait d'une tâche à l'autre, et qui surtout, il ne pouvait pas gérer ses émotions. Donc il est très gentil, il est généreux, etc. Mais il ne sait pas gérer ses émotions. Voilà, il y a des choses qui sont très très difficiles à gérer, que ce soit même dans le milieu professionnel ou marital. Donc du coup, je ne me sentais plus capable. Donc là, on a divorcé en 2021. Et puis, quelques temps après, donc en 2023, je me remarie. Et en pensant que c'est bon, cette fois-ci, je fais un bon choix. J'estime que j'ai plus la tête sur les épaules. Mais c'est vrai que je n'ai pas j'ai pas quelqu'un qui m'accompagne. Donc, pour moi, ma famille, ce sont mes enfants. D'ailleurs, je me rappelle avant, quand on me posait la question, oui, mais t'as pas de famille? Je dis non, j'ai pas de famille. Et ma grande, elle me dit, mais on est là, nous, on est ta famille. Donc, je ne dis plus ce genre de choses. Je dis plus, oui, j'ai pas mes parents, j'ai pas de tantes, j'ai pas d'oncles, tout ça, j'ai pas ma famille, c'est que mes enfants. Pour te dire, j'ai oublié. Donc oui, donc, je me remarie en 2023. Et donc, en 2024, Nusseïba est née. Du coup, là, on va passer surtout à l'éducation des enfants. Oui. Et comment tu as fait pour... parce que je les ai vus sur les terraires de la dernière fois avec Gozelia. Ils sont exemplaires. En tout cas, de ce que j'ai vu moi, Oui. c'est vraiment une fratrie qu'on sent soudée, qu'on sent qui s'entraident, ils s'entraident tous les uns les autres. Il y a certains micro-événements que j'ai vus, des petites anecdotes comme par exemple la plus grande qui va expliquer à la petite où mettre son manteau sur la chaise, elle va se retourner lui faire un pouce. Enfin, tu vois, on voit qu'il y a quand même une bonne entente générale. Comment se fait-ce? Comment tu as pu réussir? Comment j'ai fait? Ouais, exactement. Alors déjà, c'est les du'a, parce que tout vient d'Allah. Nous, on fait des causes. Donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de du'a, mais énormément, tout le temps en fait. À chaque fois que je suis en soujoud. Et il faut savoir que pendant longtemps,
pendant longtemps, en fait, je regardais pas la télé. Et comme j'avais beaucoup de tâches à la maison, donc j'écoutais beaucoup de cours, des conférences, etc. Donc, comme je te dis, il y a toujours eu cette relation avec Allah. Donc déjà, il y a toujours eu les deux. Et forcément, ce que j'apprends, ben, je l'apprends à mes enfants. Et toujours de façon ludique. Et j'adapte mon langage. Donc forcément, je vais leur apprendre le partage, de ne jamais se moquer des autres, concernant le racisme qu'il peut avoir à l'école. Et ça commence très tôt. Par exemple, un enfant va dire non, moi je joue pas avec toi parce que tu es noir. Donc vraiment, tout ça, j'ai appris dès le début. Toutes les notions de, 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 de vie, mais dans la bienveillance, vraiment dès qu'ils sont tout petits. Donc voilà, ça, en fait, j'étais toujours là. Hein. Et n'oublie pas que j'ai jamais travaillé. Donc j'étais toujours avec mes enfants. Et même mes grands ne mangeaient jamais à la cantine. Parce que mon ex-mari, bah, il voulait pas que mes enfants mangent à la cantine. Donc en fait, ils ont toujours été que avec moi. Et comme moi, je suis très spirituelle, eh bien voilà, ça sort sur les enfants. Et surtout, ils ont vu maman faire la prière, ils voient maman bien se comporter, ils voient maman lire des livres. Donc forcément, bah... Oui, avec le mimétisme, on arrive à de beaux résultats. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de faire les choses qu'on demande aux enfants de faire. Mais oui. Parce qu'il y a beaucoup de fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Mais il faut vraiment donner l'exemple et il faut se surmener pour que l'enfant, en fait, il voit que le papa le fait ou que la maman le fait et donc aura envie de le faire à son tour, que ce soit dans la lecture du Coran, que ce soit dans le fait de faire une aumône, que ce soit dans tous les comportements bénéfiques, on va dire, d'une vie. On va parler aussi de finances. Oui. Je vais engager ce sujet-là aussi parce que je pense que ta situation a soulevé beaucoup de questions. Comment faire quand on a autant d'enfants, quand on est maintenant désormais maman solo. Tu n'as pas toujours été, donc tu as dit que voilà, tes ex-maris prenaient en charge la situation. Mais sans doute qu'il y a eu des privations, sans doute qu'il y a eu des sacrifices qui ont été faits. Comment gérer tout ça? Alors, quand j'étais mariée, donc je parle surtout de mes longs mariages, donc le papa de mes grands et le papa de mes petits. Donc les maris, enfin les papas travaillaient. Donc ça se passait bien vu qu'ils travaillaient. Donc j'étais comme une femme normale à la maison. Et par contre, vu que mon ex-mari, le papa de mes petits, est autiste, il a aussi ce problème de rester longtemps sur une tâche. Donc, en fait, il avait vraiment ce problème il peut pas rester en place dans un travail. Donc, souvent, il était viré. Donc, on a aussi connu, malgré que j'avais un mari, de la précarité avec lui. Et moi, vous voyez, à ce moment-là, ça me perturbait énormément parce que je me disais, mais pourquoi il est comme ça? Je savais pas qu'il était autiste à ce moment-là, mais je me disais, mais pourquoi il est comme ça? Pourquoi on a l'impression que il s'en fichait, quoi. Enfin, c'est pas grave s'il n'y a pas de travail. Oui, mais à côté, il n'y a rien. Donc, même avec mon ex-mari, on a connu un moment de précarité. Ça a été un peu compliqué parce que, en plus, à ce moment-là, il y avait pas d'aide. J'avais une coupure des prestations familiales. Donc, c'était compliqué. Donc, on a déjà connu... Et j'ai connu deux sortes de précarité. J'ai connu une précarité en étant mariée. Et j'ai connu la précarité quand j'étais toute seule aussi avec mes enfants. Et comment, du coup, tu arrives à t'en sortir une fois seule avec tes enfants? Alors, au départ, j'ai fait appel non, c'est même pas moi qui a fait appel à une association. C'est une amie qui m'a dit, voilà, est-ce que tu me permets... Moi, j'avais pas de réseaux sociaux, hein, rappelle-toi. J'avais pas de réseaux sociaux. Et donc, elle m'a dit, est-ce que tu me permets de mettre une annonce sur Facebook pour faire, je sais pas, une cagnotte ou quelque chose. Donc, j'ai accepté. Et à ce moment-là, j'ai connu donc des associations caritatives. Donc, une qui s'appelle Khirifi Dounia, qui vraiment m'a aidée énormément. Et en fait, cette association ont aidé mes enfants. Donc voilà, au départ, c'était comme ça avec les associations. Et voilà. Est-ce que c'était compliqué à vivre pour tes enfants? Ou bien tu essaies de leur cacher le maximum possible ces précarités-là? Alors. Est-ce qu'ils les ont perçues, en tout cas? Alors, ils en ont perçu une il n'y avait pas très longtemps. D'ailleurs, c'était l'année dernière.
Donc, parce que petit et grand, c'est différent. Oui, Mhm. quand ils étaient plus petits, ils n'ont pas conscience. Donc oui, forcément. Ils n'avaient pas conscience de ce qui se passait. Donc forcément, ils ne le sentaient pas. Mais là, quand par exemple, ils sont grands et qu'ils se rappellent de certaines choses, ils se disent, ah oui, mais quand même, quand on était petit, il y a eu ça. Et il s'est passé une période où j'étais dans la précarité. Pas beaucoup ne l'ont su. D'ailleurs, je l'ai dit après parce que je suis une personne très pudique. Ouais. Et en fait, quand mon bébé est né, vu qu'elle n'a pas été reconnue, ils ont pensé que c'était la fille de... La dernière? Oui, D'accord. Moussaïba, ils ont pensé que c'était la fille de mon ex-mari, avec qui je suis restée 8 Mhm. ans. Donc le papa de mes plus petits, qui sont autistes. Et donc pendant de très longs mois, pendant 8 mois, on n'a pas eu de... Mes prestations sociales, elles étaient vraiment très, 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 très basses. D'accord. Il y avait beaucoup de choses qui étaient enlevées parce qu'il fallait attendre une enquête, etc. Ça a duré 8 mois. Et entre-temps, je n'ai pas fait appel. On m'a dit oui, mais tu peux voir l'assistante sociale, oui, mais vous pouvez faire ça. Mais j'ai pas envie. Et j'ai des raisons. Je connais bien le milieu social, etc. On peut dire, ah bah écoutez, madame. Parce que c'est vrai que là, en voyant la situation, on aurait pu s'imaginer que les enfants soient placés, en fait. Exactement. Et ça, C'est pour ça que j'ai rien c'est dit. l'une des peurs que tu avais. C'est pour ça que j'ai rien dit. Mm. Et moi, je connais, je connais ce qui se passe derrière le rideau. Donc, et d'ailleurs, même mes enfants, parce qu'il y avait une amie avec eux qui était en primaire, et à la fin du collège, cette amie-là, de mes grands, a été placée en foyer. Et ils ont vu la dégradation de cette fille. Mm. Et donc, ils sont même dit, ah bah oui, ils se sont rappelés peut-être aussi de leur maman quand elle était en foyer. Ouais. Donc, ils savent que le foyer, c'est quelque chose vraiment à éviter à tout prix. Après, il y a des enfants qui sont vraiment, même chez eux, qui vivent très très mal et que ça les sauve. Mais me concernant, voilà. Donc, on a pris notre mal en patience. Mais en tout cas, tous les enfants n'ont jamais manqué de rien au niveau vital, on va dire. Non, bien sûr Voilà, que c'est ça. non. Oui, c'était Bien sûr que non. seulement au niveau confort qu'il y avait des Exactement. restrictions. Ouais. Et puis, ils savaient, voilà, par exemple, si on peut pas s'acheter telle chose, voilà, j'ai expliqué la situation. Ils étaient au courant. Oui, pas de tabou à la maison. Non, Communication non, moi, il faut maximum. savoir que je parle beaucoup avec mes enfants. D'ailleurs, je te C'est l'avais dit la important, ça. dernière Ouais, fois. c'est important. Pour moi, c'est une grande fierté. J'ai mon fils qui a 18 ans, il a une chambre universitaire depuis septembre. Donc, il est sorti de la maison, ouais. mais qui est souvent quand même à la maison. Et il n'y a pas très longtemps, il est rentré et il m'a dit ça. Donc, il est revenu. En plus, lui, quand il vient, il prévient même pas. Hein. J'ai dit, oui, mais tu pouvais dire allô, j'arrive. Non, il rentre. Et il m'a dit, Oumi, tu sais, franchement, on a de la chance ici à la maison, hein, parce que tu as fait de cet endroit un endroit où on peut libérer la parole. Et parce que chez moi, il n'y a pas de tabou. On parle de tout. Et comme je t'ai dit, j'adapte le langage aux enfants. Ouais. Mes grands, il n'y a pas de tabou. Même les plus petits, mais voilà, d'une façon très, très ludique, très pédagogue. Et quand tu n'as pas réponse à une question, ah bah oui. Qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai pas réponse aux questions, je dis que je ne sais pas. Tout simplement. Je dis que je ne sais pas. Des fois, voilà, je peux avoir des questions d'ordre religieuse qui sont très spontanées chez les enfants. Des fois, je dis je sais pas. Et puis maman, elle sait pas tout. Hein. Donc il y a des choses, il y a que Allah il sait. Et puis c'est comme ça. Et puis Inch'Allah, Allah il nous fera découvrir les réponses à nos questions. Et du coup, donc tu leur as transmis aussi une éducation financière. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Il me semble qu'il y a une histoire d'enveloppe. Voilà. Exactement. D'ailleurs, je vais te dire, pratiquement chaque fin du mois, je n'aime pas cette situation. Hein, parce qu'en tant que parent, notre ego est touché. Je n'aime pas, mais alhamdoulilah. Par exemple, presque à chaque fin du mois, parfois, ce sont mes enfants qui me dépannent. Parce que moi, je leur donne de l'argent de poche. Donc, des fois, je ne vais pas voir, je sais pas, il va me manquer 50 € pour faire des courses. Là, je vais demander à mon enfant, est-ce que tu as 50 €? Ou bien, c'est mon enfant lui-même qui va dire, ah bah tiens, Oumi, il va voir que je suis embêtée niveau financier. Il va me dire, Oumi, tiens, je te passe une somme. Et là, récemment, c'est ma grande qui m'a passé de l'argent. Et déjà, il y a ça à la maison de je te prête, je te rends. Donc, même entre mes enfants, il y a cette notion de tu m'as prêté, je te rends. C'est-à-dire, il faut que la confiance elle soit là. C'est. Voilà. En fait, ça solidifie aussi la confiance. Et moi aussi, en tant que mère, depuis qu'ils sont petits,
je tiens toujours ma parole. Mm. Si par exemple, des fois, je vais promettre quelque chose à quelqu'un, une sortie, n'importe, je vais tout faire pour respecter cette parole. Parce que si toi, à la fin, tu promets quelque chose que tu fais pas, l'enfant, il a plus envie de te croire. Et puis voilà, tu n'as plus trop de valeur, en fait. Donc, ils savent, mes enfants, que quand je dis quelque chose, je le fais. Quand je sais que je peux pas le faire, je dis on verra, peut-être, c'est pas sûr. Mais je dis pas oui tant que je ne suis pas sûre. Donc l'argent, c'est la même chose. Et oui, il y a ce système d'argent, d'enveloppe. Donc forcément, moi, je vais faire beaucoup attention à mes propres finances. Donc d'ailleurs, j'ai déjà montré à mes grands parce que je me suis dit, s'il m'arrive quelque chose, un accident, peu importe, si je suis pas là, voilà comment tu fais. Donc il y a tel argent par mois, il y a les charges, voilà ce que tu payes pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Donc c'est déjà bien divisé. Et ce que je fais avec l'argent, je dis à mes enfants, vous faites la même chose. Avec ton argent de poche, tu vas le diviser. Tu vas mettre un petit peu de côté, un petit peu tu fais une sadaqa, et l'autre, tu profites avec, tu manges, tu t'achètes ce que tu veux, tu sors. Et alhamdoulilah, ça a mis un peu de temps pour certains, mais à l'heure d'aujourd'hui, pour vous dire, hein, pour te dire, je n'arrête pas de te vous voyez, pour te dire, quand j'ai besoin d'argent, je demande à mes enfants. Il me semble même qu'il y a eu un des enfants qui a pu acheter quelque chose d'important Oui. grâce à Eh ce système. mon fils Omar, qui a 17 ans, il va avoir 18 ans là dans pas longtemps, qui est en commerce, donc il passe son bac de commerce cette année, et qui est déjà aussi dans le commerce physique concret. Ouais. C'est-à-dire qu'il va acheter des choses en gros et les vendre un peu plus Ça cher. m'intéresse aussi. Ah. Le côté Il a 17 ans. trajectoire pro que tu leur as inculqué. Oui, ça bien m'intéresse. écoute, mon fils, il a acheté son scooter tout neuf et il a payé son permis en totalité d'un coup tout seul. Alors que j'ai dit, Omar, attends, je vais donner parce qu'on peut payer en plusieurs fois. Mais lui, il voulait pas que son argent soit perdu parce qu'il sait que si en sortant, en faisant des choses, donc lui il s'est dit non, je vais tout mettre dans mon permis. Donc ça, il l'a fait de manière autonome, tout seul. Et vraiment, je suis fière de lui. Hein. Donc c'est une très bonne chose. Ça montre que tu les as responsabilisés à tous les niveaux, hein, mais surtout la question financière, c'est important. Quand on est jeune, qu'on a un peu d'argent, on a vraiment envie de tout dépenser. Voilà. Donc là, c'est vraiment une preuve de maturité, en fait, une maturité précoce de sa part. Du coup, sur la trajectoire pro, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que tu les as dirigés vers quelque chose? Est-ce que tu as voulu peut-être influencer leur choix ou pas du tout? Comment ça s'est passé? Alors, déjà, moi, maman jeune et maman moins jeune, j'ai changé de mindset. Quand j'étais plus jeune, donc, parce que j'étais maman à la vingtaine, hein, ça y est, à 23 ans, j'avais déjà 3 enfants. Donc, je me rappelle quand je les ramenais en maternelle, j'étais une jeune maman. J'avais 23 ans, 24 ans. Donc, c'était aussi étonnant pour certains. Donc, je ne mettais pas trop le côté école. Pour moi, il fallait que mes enfants réussissent du plan religieux. En fait, je pensais pas trop aux études profanes, tu vois. Pour moi, j'étais focalisée juste sur le côté bon musulman. Mais moi aussi, en grandissant, en apprenant, etc. Donc, avec le temps, j'ai changé. Donc, j'ai inclus, le côté profane. Donc, le bon musulman, il est aussi bon à autre chose. Il est bon à tout. Donc, oui, je les pousse à faire leurs études, mais chacun fait ce qu'il a envie de faire. Je vais pas dire... je vais leur donner des pistes. Tu vas les conseiller. Je vais les encourager. Mais chacun fait ce qu'il a envie de faire. Et quand mon enfant, par exemple, il va dire oh non, mais moi, je sais pas quoi faire, je vais regarder son potentiel. Je vais voir son potentiel. Par exemple, j'ai une de mes filles qui est TDAH, qui est très manuelle. C'est une artiste. Elle fait plein de choses. Vraiment, c'est étonnant. Hein. Des fois, je lui dis, moi, je suis étonnée. Et elle a beaucoup comme ça d'énergie, que ce soit physique ou mentale, imaginaire. Donc voilà, j'essaie de mettre à profit leur potentiel pour, par exemple, mon fils Omar, quand il était au collège, il avait beaucoup de difficultés à l'école parce qu'il a un trouble justement des apprentissages. Donc ça a été compliqué pour lui, mais qu'est-ce qu'il y a? Ok, t'es pas très bon à l'école, mais t'es fort en stratégie. T'es fort dans le marketing, t'es fort dans le commerce. D'ailleurs, il est en commerce et il l'utilise dans sa vie. Il a même donné des astuces à ses copains font la même chose que lui, et en fait, ils sont en train de se challenger dans le commerce. Donc franchement, je trouve ça beau. C'est magnifique. C'est magnifique.
Alors, je vais revenir parce que là, j'ai une petite question qui m'est venue. Euh, Par rapport à l'éducation des enfants, est-ce que à un moment donné, tu as lâché du lest pour, je sais pas, par exemple, je dis n'importe quoi, mais aujourd'hui, le plus grand fléau dans les familles, c'est le téléphone, par Oui. exemple. C'est dur de maintenir la barre pour l'interdire, surtout que nous-mêmes, les parents, on est souvent sur le Mm. téléphone. Est-ce que certaines fois, il y a des objectifs qui n'ont pas forcément été atteints, mais pour autant, tu ne culpabilises pas, parce que voilà, on peut pas être à chaque fois à 100% derrière eux. Est-ce qu'il y a certaines choses sur lesquelles tu as peut-être Oui. laissé une Alors, petite marge de manœuvre? j'ai même eu des épisodes euh, qui m'ont un peu traumatisée parce que j'ai découvert des choses comme ça à travers les réseaux d'un de mes enfants Ouais. et, ça m'avait choqué ce que j'avais vu parce que je me suis dit mais avec toute l'éducation que j'ai donnée, pourquoi c'est arrivé là? Donc déjà ça m'a fait remettre en question beaucoup de choses. C'est-à-dire la notion aussi de oui, je te fais confiance, je fais confiance à mon enfant, mais je ne fais pas confiance à ce qu'il y a autour de mon Hmm. enfant. Donc c'est vrai que je lui fais confiance parce que l'enfant, il a besoin qu'on lui fasse confiance. Sinon, il va se dire, oh bah, ma mère, de toute façon, elle n'a pas confiance en moi, bah, je fais ce que je veux. Donc il faut quand même lui montrer que j'ai confiance en toi. Et d'ailleurs, ça marche bien parce que quand on découvre, par exemple, quelque chose qui nous a déçus, eh bien, l'enfant, en fait, il va dans une posture de oh, je déçois ma mère alors qu'elle a confiance en moi. Hmm. Donc pour vous dire, cet épisode, en fait, m'a fait un travail justement sur la notion du téléphone. Donc à un moment donné, il n'y avait pas de téléphone. Et après, il y a eu le téléphone, mais Sous condition. ouais, il y avait des conditions, il y avait des horaires, il y avait des téléphones ils étaient dans une boîte. Donc voilà, c'était cadré. Hmm. Il faut savoir que mes grands, surtout ma grande, elle a eu un téléphone très tard. Donc, parce que voilà, c'est pas la même éducation, les grands et Ouais, les bah, plus bien jeunes. sûr, c'est pas la même époque Et là, aussi. par exemple, j'ai mes filles qui sont au collège. Hmm. Donc, je sais que ça va faire polémique parce que certains donnent et donnent pas. Moi, mes filles, je leur ai passé un téléphone cette année. Il faut savoir que l'année d'avant, il y a 2 ans de ça, une de mes filles avait un téléphone au collège. Hmm. Et quand j'ai vu des choses très dérangeantes et qu'il y avait beaucoup de problèmes au collège, type harcèlement, tout ça, Ouais. bah, pendant 1 an, ma fille n'avait plus de téléphone. C'était la seule de sa classe qui n'avait pas de téléphone. Donc elle n'avait pas Snap, elle n'avait pas tout ce qu'il fallait. Et en fait, dans ces 1 an, ça m'a permis encore plus de faire une éducation, de sensibiliser sur ce qui se passe derrière le téléphone. Vraiment, j'ai même fait des mises en scène. Hein. Hmm. J'ai dit, mais imagine, on te fait ça, on te fait ça. Et puis, parce que vous savez, il y a des gens, par exemple, ils vont filmer quelque chose, après, ils vont dire, ben, si tu fais pas ce que je dis, je vais Ouais. le montrer à tout le monde. Je sais pas comment ça s'appelle, il y a un terme, il me semble précis. Donc, j'ai mis ma fille qui est au collège en situation. Je dis, mais imagine si t'arrives ça, ou si on te fait ça ici. J'ai un peu exagéré, mais aussi pour faire peur à Bien l'enfant. sûr. Du coup, pendant 1 an, elle n'avait plus de téléphone. Et là, à la rentrée, donc elle a son téléphone. Mais voilà, c'est vraiment de manière, comment te dire, cadrée. Ouais. Et aussi, je vais te dire, ça a permis qu'elle-même, elle fasse attention sans que je ne sois derrière. Hmm. Je parle ça d'une de mes filles qui est au collège, hein, qui a 15 ans. Au moins, je lui fais confiance. Hein. Et elle sait que... Elle sait maintenant, si tu veux, elle a les outils pour faire attention, pour pas parler à n'importe qui, pour arrêter les choses au bon moment. Ne pas parler à n'importe qui, ne pas faire des choses publiques, etc. Ne pas se laisser entraîner aussi. Parce que je dis, fais attention, il y a les vrais amis et les faux amis. Il faut tester aussi les vrais amis. Et quand on parlait d'argent avec les enfants, j'inclus la confiance, ils font pareil aussi avec leurs amis. Si moi, je prête de l'argent à mon ami et qu'il ne me rend pas, bah, c'est pas mon ami. Donc, tu vois, on teste comme ça. Et souvent, il y a ce dialogue à la maison des faux amis et des vrais amis. Ah, bah, tu vois, un tel, c'est mon vrai ami parce que. Je vais rebondir aussi sur le harcèlement. Est-ce que tu as des enfants qui ont été victimes de harcèlement à l'école? Parce qu'en fait, souvent, quand on est dans une situation délicate ou de précarité, Mm. on n'a pas forcément les vêtements à la mode, on n'a pas Oui, forcément voilà, tu vois, des choses comme ça. Et les enfants sont très, très durs oui, entre eux. Est-ce que certains de tes enfants ont pu être oui. victimes de harcèlement? Alors, je vais te
Je vais t'en parler, oui. Donc déjà, il y a eu un harcèlement très récent, là, qui date de quelques mois, euh, avec ma fille Tesnim, qui a 8 ans et qui a un TSA. Donc on va en revenir après. J'ai eu aussi un harcèlement quand un de mes enfants était au lycée. Et là, on va parler des grands quand ils étaient plus petits. Bon, c'était pas vraiment du harcèlement, mais ils me l'ont dit plus tard. Que quand ils étaient au collège, certains se moquaient d'eux par rapport à leur coupe de cheveux et par rapport à leur tenue vestimentaire. Et donc voilà, ça, ils m'en ont parlé plus tard. D'ailleurs, j'ai mon fils Omar, c'est celui qui est au commerce, qui fait très attention à la tenue vestimentaire et la coiffure de Julie Bib pour que justement il soit respecté entre guillemets. Donc vraiment, il fait hyper attention. Et parfois même, je lui donne à lui de l'argent et ils vont acheter des vêtements ensemble, etc. Mais oui, il y a eu déjà du harcèlement par rapport au physique de la personne. De toute façon, maintenant, tu sais, même s'il n'y a pas de précarité, on peut juste... Il y a toujours une, Exactement. il y a toujours une raison. Mais il y a ce facteur de risque-là qui fait que... Si, c'est vrai, si. D'ailleurs, ma fille Tesnim, et c'est ma grande qui prend ce relais, qui me dit Oumi, voilà, vu qu'elle a des cheveux très bouclés, un peu frisés, et c'est la seule à la maison qui a ce type de cheveux. Donc pour moi, c'est vrai que c'était un peu compliqué de. D'ailleurs, je regardais des tutos, comment faire, comment prendre soin des cheveux bouclés, enfin un peu frisés, etc. Donc ma fille, par exemple, me disait Oumi, voilà, mais fais attention comment Tessim s'habille. Des fois, elle met n'importe quoi. Et c'est vrai que des fois, je vais pas faire attention. Et donc, du coup, ma fille Tessim a subi des moqueries à répétition pendant longtemps. Et vraiment, j'ai dû batailler avec la direction pour faire entendre, pour que les choses soient bougées, parce qu'on ne me prenait pas au sérieux. Ouais. Et en plus, vu que ma fille est autiste, on ne m'a pas pris au sérieux. Et en fait, ma fille avait développé des complexes. Donc, depuis, toujours, je faisais attention comment elle s'habillait. Même des fois, elle me disait, mais non, je ne vais pas mettre ça, on va se moquer de moi. Je voulais lui acheter une paire de baskets, elle m'a dit, mais non, si tu m'achètes des baskets sans lacets, ils vont savoir que je sais pas faire mes lacets, on va se moquer de moi. Donc c'est des trucs. Et comment toi tu gères ça avec eux? Est-ce que tu leur dis, bon, écoute, il y a du harcèlement. Si jamais tu es victime de harcèlement, tu te défends. Est-ce que tu leur donnes des tips comme ça et comment tu gères? Alors déjà, ce que je fais moi en amont, c'est que j'élève la confiance de mon enfant pour que ça l'atteigne le moins possible. Ouais. Donc oui, c'est vrai, on s'est moqué de tes cheveux. Ils sont très beaux, tes cheveux. Il y en a beaucoup qui aimeraient avoir des cheveux bouclés. Enfin, je donne un exemple, ça c'est une de mes filles. Je vais d'abord relever au maximum la confiance de mon enfant en lui disant que des bonnes choses. T'es fort, t'es intelligent. Mon fils Julébi, par exemple, quand il avait beaucoup de difficultés, il en a d'ailleurs encore, je lui dis, mais non, t'es intelligent, t'es fort, tu vas y arriver. Parce qu'il va vraiment le penser, donc il va faire en sorte que... Et donc déjà, voilà, j'élève la confiance et je fais attention à ce que on va pas dire de commentaires, donc je vais faire attention à la tenue vestimentaire et aussi, bien sûr, je vais voir l'école et je dis à mon enfant, oui, mais défends-toi. Quand on te dit, tu dis sans être vulgaire, non, toi-même ou toi aussi ou enfin voilà, des choses comme ça, d'avoir du répondant. Parce que j'ai ma fille Tessine, par exemple, qui ne répondait pas. Et donc, en fait, ce qui se passait, les filles qui étaient devant elle, elles voyaient qu'elle ne répondait même pas, et elles continuaient. Donc oui, apprendre à se défendre de façon non violente. Bien sûr. Et du coup, comment tu as pu générer cette entraide entre les enfants, cette solidarité entre les enfants? Parce que, bon, la plupart ont des âges quand même très proches. Oui. Il y a souvent peut-être des rivalités qui peuvent naître, de la jalousie qui peut naître. Comment tu arrives à contrôler tout ça? Je me rappelle aussi d'une anecdote que tu avais mentionnée par rapport au linge. Si je me souviens bien, les rondes que tu faisais. Oui. D'ailleurs, avant de partir, je l'ai fait pour les chaussettes. J'ai préparé toutes les chaussettes seules. Je les ai sorties du panier. Et là, quand ils vont rentrer de l'école, ils vont se mettre en rond. Et ils vont tous faire les chaussettes seuls. Donc, en fait, ce que je faisais, et ce que je fais encore de temps en temps, mais c'était quand ils étaient un peu plus petits, les grands. Donc, je faisais des rondes où je mettais tout le linge au milieu et chacun pliait son linge.
Et comme il y en avait des plus petits qui n'arrivaient pas à faire, donc Mm. je disais, et celui qui aide le plus petit ou qui plie par exemple les habits du bébé, eh bien il aura beaucoup de hasanat, il aura beaucoup de barakallah, il va lui donner beaucoup de bonnes choses dans sa vie. Et voilà, ça va les stimuler dans ce sens-là. Donc ils étaient là encore plus à se dire, ah bah c'est moi qui va prier, c'est moi qui va faire ça. Et comment justement tu enseignes cette notion de baraka aux enfants? Parce que c'est un concept qui est Ouais, abstrait, c'est abstrait. tu vois. C'est comme le paradis, c'est comme l'enfer, c'est Oui, comme même l'existence même de Dieu, c'est abstrait oui, pour un bah enfant. oui. Donc comment est-ce que tu enseignes ça? Bah, franchement, comme ça, spontanément, à te le dire, je sais pas, parce qu'en fait, c'est mon mode de vie. On en revient au mimétisme en fait. Voilà, exactement, puisque c'est mon mode de vie. Et donc, ce que je crois, bah forcément, je vais en parler et de manière convaincante, jusqu'à que eux-mêmes soient convaincus. Donc, je sais pas te le dire comme ça de manière spontanée, parce que c'est tous les jours. La spiritualité, Allah, il est tous les jours avec nous. Par exemple, quand on mange, eh bien, on va rendre grâce à Allah. Déjà, il y a les deux à faire, mais aussi tu rends grâce à Allah. Et en même temps, c'est l'occasion de dire, bah, tu vois, nous, alhamdoulilah, on a de quoi manger. Il y en a qui n'en ont pas. Vous voyez, plein de petites choses comme ça. Tu inclus vraiment Allah dans ta vie. Tes enfants sont fiers de la famille que vous êtes? Oui, Ouais, oui, très fiers. alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ouais. Bah, je t'ai dit Ils ont de quoi en tout cas? Comment? Ils ont de quoi être fiers. Alhamdoulilah. Bah là, récemment, j'ai mes 3 grands qui sont partis en vacances, que tous les 3, ils sont partis à Londres. Ils se sont fait 5 jours, je crois. Ok. Et quand j'ai vu ça en tant que mère, bah, je ne peux qu'être fière. Mes enfants ont fait ce voyage. Moi, j'ai rien fait. Hein. C'est eux qui l'ont programmé, qui l'ont payé, voilà, qui ont fait tout leur programme de leurs 4 jours. Et je suis contente, alhamdoulilah. Ils font tous la prière? Ils font tous la prière, alhamdoulilah. Là, juste, je mets un Bon, bémol. juste pour que les auditeurs comprennent, Oui. c'est pas Alors, une question de jugement, hein, c'est parce que je gêne la réponse. tous font la prière. Sauf que mes 2 filles, Esma et Sheima, qui sont au collège, il faut que je sois quand même derrière elles. Elles font pas de manière autonome, mais il faut que je rappelle. Après, mais c'est les la grands, période, hein, la période voilà. de l'adolescence. Mais les grands, c'est comme ça. ils font de manière autonome, mais ça fait un bon moment qu'ils font de manière autonome. D'ailleurs, ma grande, je n'ai presque jamais été derrière elle, en fait. Subhanallah, elle a été comme ça. Après, bon, elle a été à Hened, elle avait vraiment quand même Hened, qui est une école voilà, musulmane. Une école musulmane, voilà, donc elle avait vraiment déjà un cadre. Donc elle, je me rappelle pas lui avoir dit, Firdaus, t'as fait la prière. Ils le font vraiment de manière, en fait, ils en ont besoin. Même, vous voyez, mon grand qui est à l'université, quand il est rentré, je l'ai aidé à aménager. Il m'a dit, tu sais, Oumi, tout ça, c'est grâce à Allah, c'est grâce à Dieu. Et en fait, vous voyez, lui-même, il a la notion de Dieu dans sa vie. Et que s'il ne prie pas, ben, il va pas être bien, en fait. Et là, c'est en train de venir pour Esma et Sheima, de manière autonome. C'est en train de se concrétiser. Je travaille dessus. Mais oui, alhamdoulilah, mes 2 filles sont voilées, alhamdoulilah, elles mettent le hijab. Et c'est elles-mêmes qui ont décidé, c'est pas moi. Et Sheima, ça viendra quand elle en aura envie. Et puis voilà. Et est-ce que tu as réussi à leur inculquer cet amour de la lecture? Cet amour que toi, tu entretiens depuis de nombreuses années? Oui. Alors là, je bataille. Hein. Il y a que un de mes enfants qui est littéraire comme moi. Okay. Donc c'est mon grand de 18 ans. Ouais. Mais les autres, je vous jure que je bataille. Celui qui vient souvent aux événements? Oui, exactement. Okay. Et même, je vais à d'autres événements, Mantes-la-Jolie aussi. Il vient avec moi. Mais mes autres enfants, c'est vraiment, je bataille. Hein. Je bataille pour qu'ils lisent. Par exemple, les plus petits, je force en fait. Je fais des moments de lecture. En fait, je divise le temps. Il y a le moment de faire ses devoirs. Comme ils font aussi de l'arabe et du Coran, donc ils ont aussi leur moment de devoir, arabe et Coran. Le moment de lecture. Et quand tu as fini de jouer, là, tu peux jouer aux jeux vidéo. Parce qu'en fait, j'utilise, pour mes enfants TSA, les écrans sont utilisés en tant que renforçateurs. Ouais. Donc on appelle ça un renforçateur, quelque chose qui va se permettre de récompenser l'enfant une fois qu'il a fait ses tâches. Et puis ça marche, et alhamdoulilah. Et comment tu gères l'équité entre les enfants? Parce que peut-être que certains vont avoir plus le droit aux écrans que d'autres, vis-à-vis de leurs troubles, comme tu l'as mentionné. Peut-être que les petits ont besoin de plus d'attention que les grands. Donc forcément, ils vont avoir peut-être plus de bisous, on va dire. Comment tu gères toutes ces petites crises entre eux? Alors honnêtement, je suis équitable avec tout le monde. Je te donne un exemple. Hein.
si je fais un bisou à mon bébé qui est à côté de moi, il se peut que des fois je l'ai fait sans faire exprès, mais généralement, si mon bébé est à côté de moi, que je lui fais un bisou ou Fatima, et qu'il y a les autres à côté, je vais me lever, je vais faire des bisous. Vraiment, la notion d'équitabilité, de justice, elle est trop importante parce que Allah, il nous a interdit l'injustice. Donc vraiment, moi, je veux faire plaisir qu'à Allah. Donc forcément, si Allah s'est interdit l'injustice, je ne dois pas être injuste. Donc quand mon enfant est à côté de moi, je vous donne un exemple. Mon fils Omar, il partage la chambre avec Joulaï Bib. Ils ont un âge différent. Mais quand je berce mon fils pour lui faire un bisou, je vais voir quand même mon grand aussi. Je vais lui faire un bisou, je vais faire un câlin. Et une fois, je ne l'avais pas fait. Et j'ai senti quelque chose. Vite, je suis allée voir mon fils et je lui ai fait un câlin. Alors qu'il est grand, il peut se dire, j'ai pas besoin. Je veux pas qu'il sente qu'il y en a un qui est plus aimé que l'autre. Ou... Même pour les écrans, des fois, c'est vrai que, voilà, surtout Joulaï Bib, il va plus jouer aux écrans, mais je vais vraiment essayer d'être le plus juste possible. Comment tu gères ton temps ? Est-ce que tu as une routine ? Parce que c'est 9 enfants, c'est énorme. Toi, tu as peut-être des activités à côté. Donc, comment tu fais pour gérer ce temps-là ? Alors, je vais te dire, c'est peut-être un défaut. C'est un défaut, mais c'est ce qui me permet de tenir. Mais je suis en train de travailler pour remanier à ce défaut. En fait, au départ, je me faisais des to-do list. Mais quand je faisais mes to-do list et qu'il y avait quelque chose qui n'était pas coché, ça me frustrait tellement. Tu vois, je vais pas dire que je suis perfectionniste, mais dès que je le faisais pas, ça me remettait dans une situation d'accablement, je vais dire. Donc, je n'ai pas de to-do list. Je fais au jour le jour. Par contre, je sais ce que je vais faire. Je sais qu'aujourd'hui ou je sais que demain, je dois faire telle et telle chose. Et puis, je le fais. Et je vais te donner un exemple pour la lecture. Parce que j'aime beaucoup lire. Vraiment, c'est une thérapie pour moi de lire. Je peux parler longtemps de ça. Ouais. Donc, en fait, je vais me donner un temps où même si j'ai pas fini mon ménage, je vais m'accorder mon temps à moi. En fait, j'ai appris à me prioriser. Donc, je vais m'accorder mon temps. Ok, tout n'est pas fini. C'est pas grave, j'accorde le temps pour moi. Ça peut être un temps de lecture, ça peut être un temps de repos, ça peut être regarder un film, ça peut être faire du tricotage. Là, je me suis mis au tricotage, ça fait pas longtemps. Quelque chose de simple. Ouais, quitte à délaisser une tâche pour le ménage, c'est pas fait, c'est pas grave. Exactement. Je me laisse mon heure oui. pour me ressourcer, pour recharger les batteries. Parce qu'avant, je faisais pas ça. Ouais. Il fallait que d'abord tout soit, vu que les premières années de mon mariage, j'ai été éduquée dans ce sens, il fallait que tout doit d'abord être fini et ensuite faire ce que je pouvais faire. Mais en fait, j'étais épuisée à la fin. Si je fais mon ménage de A à Z, et en plus j'ai beaucoup d'enfants, je m'épuise et à la fin, je peux rien faire. Même parfois, sauter ses prières. Donc non, je me priorise. Il y a des choses qui passent en priorité et les autres choses viennent à côté. Donc vraiment, connaître ses priorités. Comment trouver du temps libre quand on a 9 enfants à la maison ? Alors, je t'explique déjà, n'oublie pas que j'ai des grands. Donc, par exemple, des fois, quand je veux sortir un événement littéraire et que je veux aller toute seule, je peux passer le relais. J'ai, par exemple, ma grande qui pourra garder mon bébé. Encore faut-il qu'il l'accepte. Encore faut-il qu'il accepte. Oui. En plus, je pose la question. Même des fois, je dis, j'ai envie de payer, tu vois, pour genre du babysitting. Je te jure que ma fille, par exemple, elle va jamais vouloir que je la paye parce qu'elle a gardé sa sœur. Ah non, moi je parlais du petit. De quoi Par exemple, tu es à la maison, là tu te dis pendant 1 heure je veux lire. Ah, pour nous c'est bas. Oui, je te donne un exemple. Mais les petits, ils veulent pas que tu lises, ils veulent être avec toi. Et bien ce que je fais, et pourtant je lis dans ma maison, en plus c'était les vacances, il fallait terminer un livre pour le club lecture, ils sont autour de moi, je leur dis bien, là maman elle va lire, et des fois je reste au salon, comme ça j'ai un petit œil sur tout le monde. Des fois, je vais dans ma chambre, mais souvent, c'est au salon. Donc, des fois, même, je relis plusieurs fois les mêmes paragraphes parce que... Mais je leur dis à plusieurs reprises que c'est mon moment, je vais lire, je reste là. Donc, je veux du silence. Eux-mêmes prennent soit un livre, soit ils dessinent, soit ils font une activité manuelle. Tu sais, j'ai acheté des jeux de société que tu peux jouer tout seul, un peu comme des casse-têtes. Ouais. Donc, des fois, ils peuvent jouer ensemble, des fois tout seuls. Et voilà, je les occupe pour que moi, j'ai mon temps. D'ailleurs, c'est Ibn Qayyim qui disait ça. Non, Ibn Taymiyyah, rahimallah. Il disait que nefs, c'est comme l'enfant. Occupez-le avant qu'il ne t'occupe.
Donc, tu vois, et moi, cette phrase, elle est tout le temps là. Donc, j'occupe mes enfants avant qu'ils m'occupent. Donc, je préviens, et je répète, faut être dans la répétition, que je vais lire pendant 1 heure. Et vous n'allez pas dire à maman ou mi. Et puis, devant moi, ils font leurs petites activités. Et puis, il n'y a aucun problème. Et Tant tu mieux. vois, par exemple, mon bébé, même si quand elle va vouloir, je vais faire un petit geste, Ouais, il va comprendre. elle va mimer les autres. D'accord. Elle va les mimer. Que voilà, c'est un moment de calme. Et aussi, il y a toujours eu ce moment à la maison, vu que le qaïloula, donc c'est la sieste, ça fait partie de la sunna, c'est bon pour notre corps. Eh bien, j'appelle ça le temps calme aux enfants. En arabe, je dis waqt raha. C'est le temps calme. Donc là, c'est le temps calme. Ils savent qu'il y a un temps calme où tu fais ce que tu veux, mais dans le calme. Tu lis, tu dessines, mais... Donc là, pour les enfants, je pense qu'on a fait le tour. On a Ouais. quand même bien développé. Maintenant, on va parler un peu de toi. Je sais que tu as eu des périodes difficiles, dont une récente, une Oui. période de dépression Oui. après la naissance du dernier enfant. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui. Eh bien, quand j'ai accouché de mon bébé, donc comme je t'ai dit, le papa, le géniteur de mon bébé, qui ne l'a pas reconnu, donc c'est pour ça que je dis géniteur. Ouais. Et donc en fait, quand j'étais enceinte, vraiment le tout début de ma grossesse, en fait, il est parti. Donc il nous a abandonnés. Je dis nous parce qu'il y avait moi et mes autres enfants qu'il aimait bien. Et donc il a abandonné du coup mon bébé. Donc suite à ça, au départ dans ma grossesse, franchement, ça allait. Hein. J'avais bien géré. Mais quand j'ai accouché, d'ailleurs c'est Mourad, mon grand, qui était là et qui a coupé le cordon de mon bébé, donc de sa petite sœur. Et d'ailleurs, il voulait faire l'école de maïeutique. Ça l'avait donné envie de faire du maïeutique. Et mais il faut autre chose maintenant. Et en fait, déjà, j'ai eu ma première césarienne parce qu'il faut savoir que je n'ai jamais fait de péridurale. Ouais. Tous mes enfants, je les ai accouchés naturellement par voie basse en maison de naissance. Donc, c'était pas médicalisé. Donc, la maison de naissance, c'est un peu comme l'hôpital, mais c'est de manière très naturelle. Okay. C'est un peu comme les salles nature qu'on a dans certains hôpitaux avec une baignoire. C'est ça. Et ça s'appelle aussi des filières physiologiques. D'accord. Par exemple, à l'hôpital Simone Veil, ils font cette filière-là. Ça s'appelle pas maison de naissance, mais ça s'appelle filière physiologique. D'accord. Et la seule condition pour accoucher dans ces conditions, eh bien, il faut être en bonne santé. Il faut pas avoir de maladie cardiaque, etc. Et là, j'ai eu ma première césarienne. Vraiment, déjà, tu sors d'une opération qui est lourde. Oh, voilà. En fait, c'était le début de ma dépression, qui a duré très longtemps. Et puis, c'est vrai qu'une césarienne, pour ceux qui ne savent pas, les conséquences d'une césarienne sur l'état mental, c'est qu'en fait, la maman ne sent pas l'enfant sortir, ne sent pas son accouchement. Et du coup, quand on lui ramène l'enfant, une fois qu'elle sort de l'anesthésie, en fait, des fois, on ne reconnaît pas son enfant. On se dit, mais c'est pas mon enfant parce que je ne l'ai pas senti sortir. Donc déjà, ça, c'est traumatisant. Et du coup, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, déjà, ça a été très compliqué. Et là, tu m'as fait rappeler l'opération parce qu'en plus, tu sens sans douleur tout ce qui se passe. C'est trop bizarre, hein. Tu sens plein de choses bouger. Et en fait, et en plus, il y a cette douleur que tu ne peux pas porter ton bébé. Moi, j'avais l'habitude de porter mes bébés, les allaiter, de me lever. Dès que tu accouches, au bout de même pas 1 heure, tu peux marcher, ça y est. Je pouvais rien faire. Mais vraiment, je ne pouvais rien faire. J'étais totalement dépendante de l'infirmière, de je ne sais qui. Je pouvais rien faire. Donc déjà, il y avait ce côté où, en tant que maman, déjà, je souffre, j'ai mal. Je ne peux pas me lever, je ne peux pas me prendre mon bébé. Et en plus, ma chambre, elle était partagée. Je vois d'autres mamans avec leur mari, avec les grands-parents, avec la famille idéale, entre guillemets, la famille idéale que je disais, moi, à l'époque. Ça a été très compliqué. Mais vraiment, j'attendais, j'imaginais que le papa de mon bébé allait ouvrir la porte et venir. Et tu n'avais jamais ressenti ça pour les précédents? Non, là, c'est jamais. vraiment la première fois que tu as, tu as ressenti une petite dépression, enfin que tu as subi une petite dépression. Oui. Mais non, j'avais jamais ressenti ça, jamais. Parce qu'on peut se dire justement que cet été-là est plus probable d'arriver pour les premiers enfants, vu que c'est vraiment un saut dans l'inconnu,
que pour le dernier où vraiment Ouais. tu as quand même un background Ouais. important. Mais tu sais, c'est ça aussi qui a été difficile, hein, parce que mes enfants, mes grands, ils me disaient, mais maman, t'as vécu pire. Pourquoi là, pourquoi t'es dans Mm. cet état comme ça? En fait, mes enfants ne comprenaient pas. En fait, c'est un tout. C'est peut-être un trop-plein et tout Exactement. s'est déclenché. Parce que, et je me rappelle quand j'étais enceinte et que mon ex-mari était parti, moi je pleurais, je savais pas, je me disais, mais j'ai un bébé dans mon ventre, comment je vais faire? Pour te dire, il y a beaucoup de mes voisins, ils savaient pas que j'étais enceinte, hein. Mm. Quand j'ai accouché de mon bébé, que je marchais avec mon bébé, on me dit, mais c'est qui? Bah oui, c'est ma fille en fait. Mm. Tu vois, ils savaient pas en fait. Bon, pour te dire, mes enfants me disaient, Oumi, mais t'inquiète pas, nous on est là. Nous on sera là, on sera toujours là. Et donc voilà, quand j'ai accouché, donc il y avait ces douleurs physiques, il y avait aussi cette douleur émotionnelle qui a éveillé en moi en fait, tout ce qui s'est passé dans ma vie. Ce sentiment d'abandon, ce sentiment de rejet, ce sentiment que je ne suis pas méritante. Mm. Tu vois, tout ça, en fait, c'est venu comme ça d'un coup. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure, quand j'étais jeune, j'étais pas conscience j'avais pas conscience de mes émotions. Mais c'est tout venu plus tard, en fait. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Est-ce que tu as consulté? Oui. Comment tu as réussi à sortir Oui. la tête de l'eau? Alors, donc c'était au bout de 2 mois, je crois. En fait, j'arrivais pas à aller mieux. Donc, je faisais que pleurer, pleurer, pleurer. Et, euh, et j'avais des idées noires, en fait. J'avais des idées noires. Après, subhanallah, quand on lit le Coran, etc., vraiment, il y a des choses qui sont tellement apaisantes. Des fois, on culpabilise de penser comme ça. Mm. Parce qu'il y a des personnes, en fait, elles vont rester isolées, elles vont pas parler parce qu'elles vont se sentir mal de penser, d'avoir des idées Ouais. noires. Alors que c'est humain. Mariam, la mère de Marie, que la paix soit sur elle, elle-même, La mère de quand Harissa. elle, et oui, la mère de Jésus, de Isa, alayhi salam, quand elle a accouché, elle-même, elle a dit à Allah, oh Allah, fait que je sois morte et totalement oubliée, parce que c'était tellement douloureux ce qu'elle vivait. Donc, j'avais des idées noires, j'étais vraiment dans le mal, et là, j'ai consulté. Et Oui. c'est l'unique chemin qui t'a permis de t'en sortir? La consultation? Oui, Ouais. pour moi. Mm. Parce que n'oublie pas que moi, j'ai pas, autre que mes enfants, je n'ai pas une autre Ouais, bien famille. sûr. Je fais attention à ce que je Mm. dis. Parce que ma famille, ce sont mes enfants. Mais j'ai pas des personnes qui pouvaient m'épauler. Et d'ailleurs, il y avait des personnes dont j'étais déçue parce que je me suis dit, moi, j'étais là, j'étais présente. Pourquoi, si c'est mon amie, pourquoi est-ce qu'elle elle vient pas me voir? Pourquoi est-ce qu'elle vient pas me visiter? Ça, vraiment, j'ai fait aussi le tri dans les amis, Mm. les faux amis, entre Et guillemets. combien de temps a duré cette période? 1 an. Là, ma fille, elle a 18 mois. Ouais. Donc, ça a duré 1 an. Non, non, quand même. Ça fait pas longtemps que je suis relevée. D'ailleurs, tu vois, j'en parle sans larmes, mais j'en parle de façon posée, je vais dire quand même. Parce que voilà, j'ai fait. Mais ça a été long quand même, 1 an. Ça a été très très long. Avec mon psychologue, c'est qu'on a travaillé surtout sur l'estime de soi. Mm. Donc c'était vraiment ça le point d'ancrage. On a beaucoup travaillé sur l'estime de soi et de comment je me place auprès d'Allah. Mm. Oui, ça m'a permis en fait de ne plus être dans une situation de se culpabiliser et vraiment d'être détachée et en fait on regarde, et d'ailleurs elle le dit aussi dans le livre Myriam, c'est que tu as un autre regard, tu changes de lunettes en fait, ta Mm. façon d'interpréter les choses elle est différente, tu l'interprètes pas à travers le regard de l'autre mais à travers Allah. Mm. Donc vraiment ça a replacé beaucoup de choses. Par rapport donc au temps pour soi, donc tu n'as jamais travaillé, tu n'as même pas eu le bac, Non. il me semble, ouais, tu n'as pas eu le bac, donc pas d'études. Donc, en tant que maman combattante, combative, tu as repris tes études. Donc, qu'est-ce que tu fais actuellement? Donc j'ai repris mes études il y a 3 ans. Donc, j'ai fait un DAU à l'université de Cergy. Mhm. Donc c'est le diplôme d'accès aux études universitaires. Donc c'est l'équivalent du bac. Avec un DAU, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux être généticienne, tu peux faire médecine. On peut faire vraiment ce qu'on veut. On peut postuler en tout cas Ouais. sur Parcoursup ou autre. Il y a des écoles privées.
Donc j'ai eu un DAU, j'étais très contente. C'est mon premier diplôme. Bah, après mon permis, parce que je considère que mon permis, c'est aussi un diplôme. Hmm. Parce qu'il faut savoir, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais mes ex-maris ne voulaient pas que je passe mon permis. Donc j'ai eu mon permis quand j'avais 7 enfants. D'accord. Donc je galérais dans les bus, Ah avec bah les oui, courses. bah oui, tu m'étonnes. Alors imagine nos courses. Hmm. Donc c'était vraiment une grosse galère. Et quand mon ex-mari était fatigué, il m'a autorisé de passer mon permis. Donc ça fait pas très longtemps que j'ai le permis déjà. Donc pour moi, ça a été vraiment mon premier diplôme. J'étais trop contente. Donc ensuite, pour en revenir au DAU, donc je l'ai eu. Et à la base, je voulais faire une licence en psychologie. Et donc j'ai fait un DAU. Je voulais faire une licence en psychologie, mais je n'ai pas pu. En fait, j'avais pas bien fait mes vœux sur Parcoursup. Ouais. Et donc j'avais pas été prise. Et ensuite, je devais commencer une école d'éducateur jeune enfant. Mais comme je m'étais mariée entre-temps, eh bien, un petit peu rebelote, je n'ai pas continué. Et là, donc, de l'année dernière, j'ai commencé une double formation. Donc, c'est psychopraticienne et thérapie comportementale, cognitive et émotionnelle. Et c'est pour 2 choses. Donc, c'est pour accompagner les mamans blessées, tout comme je l'ai été, et pour faire des ateliers d'habileté sociale pour les enfants autistes en situation de handicap. Donc là, ça y est, là, tu es à ton compte. Là, j'ai fait ma micro-entreprise, je l'ai fait là il y a quelques jours. Je l'ai fait il y a Excellent. quelques jours et là, j'ai commencé de chercher des bureaux, Mhm. des cabinets, Ouais. on va appeler ça Ouais. comme ça. Et là, avec ma fille, on est en train de travailler sur, tu sais, de faire des mises en page. Ouais. Donc voilà, je suis contente tout ce et qui est honorée communication, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, ça y est. Non, c'est important. Et puis, toutes les femmes qui vont nous écouter vont voir qu'en fait, il y a la partie diplôme théorique, Oui, mais il y a toute la pratique qu'il y a derrière c'est et ça. toutes les connaissances que tu as emmagasinées. Mais je vais te dire quelque chose. Quand mon fils, il y avait 2 ans et que là, il y avait tout. Tu vois, il y avait son diagnostic et tout d'un coup, je me suis retrouvée avec beaucoup de professionnels. Donc, mon fils, il voyait la psychologue, la psychomotricienne, l'éducatrice, tout un panel de professionnels. Je me disais toujours, mais cette dame-là qui est derrière le bureau, ça peut être moi. Mais en plus, je connais mieux qu'elle. Des fois, vous savez, c'est moi qui donnais des idées. Ouais. On me dit, ah oui, c'est une bonne idée, ça. Oui, parce que moi, j'ai l'expérience, en fait. On me dit, ah oui, c'est une bonne idée, j'avais pas pensé. Hein. Bah, pour moi, c'était tellement évident. Et je me dis toujours, mais je peux être derrière, en fait. Et subhanallah, bah, c'est ce qui arrive là. Et à quand le livre alors? Eh bien, écoute, je sais pas, mais c'est Mais c'est en tête. mais c'est Un en projet en projet. tête, ouais. C'est en projet dans ma tête. Mm. J'ai pas encore mis ça à l'écrit, mais franchement, c'est en projet. Parce qu'il y avait cette peur, tu sais, de se dévoiler. Ouais. Mais en même temps, c'est quelque chose qui va permettre à d'autres de donner du courage. Exactement. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes, alhamdoulilah, à qui j'ai donné, sans le faire exprès parfois, ou que j'ai donné du courage, en fait. Et je suis contente, alhamdoulilah. Smahan. Merci énormément. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Eh bien, je sais pas. C'est pas... Déjà, je te remercie. Avec Barakallahu grand fik. plaisir. Oui, ce que je voudrais dire, surtout aux femmes qui vont m'écouter, aux mamans, c'est que de ne pas rester dans l'isolement et de ne pas s'auto-flageller en se disant que je vais pas y arriver ou pourquoi les autres et moi non. Vraiment, la réussite est accessible à tout le monde. Quand je parle de réussite, je parle pas que d'une réussite financière, mais vraiment la réussite de s'aimer, de s'accepter, de se recentrer à travers le regard d'Allah. Bon, voilà, mon petit mot de la fin. Merci énormément. Bon, en tout cas, je te souhaite et je vous souhaite avec toute la famille vraiment le meilleur. C'était un entretien que j'ai vraiment beaucoup apprécié pour le récit en fait. C'est vraiment inspirant et c'est incroyable. Et comme j'ai dit pendant l'entretien, ça va inspirer aussi beaucoup de monde qui j'espère, va nous écouter. Donc, je te remercie encore une fois et je te remercie encore une fois pour, mais c'est toi que je remercie. pour l'entretien. Et puis, j'espère qu'on fera peut-être d'autres entretiens au sujet peut-être de spécialisé sur l'autisme, tu vois, sur la gestion des enfants, sur peut-être leur scolarisation, comment ça se déroule. Je sais qu'en France, parfois, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas toutes les structures qui sont disponibles. Peut-être aussi un entretien sur la lecture, centré sur la lecture. Ça peut être intéressant. Mais en tout cas, voilà, notre porte sera toujours ouverte. Et puis, on reste en contact.
D'accord. Merci énormément. Allez, salam alaikum. Salam.